Ouais, on se retrouve pour la seconde journée à Top Transport. On est à Marseille, toujours au Palais du Pharo, dans un cadre prestigieux, avec une foule immense de prestataires, de chargeurs. Ça bosse dur ici, j'ai vu, c'est très sérieux. Et pour cette deuxième journée, j'accueille deux invités que j'ai sélectionnés parmi les prestataires cette fois-ci. On va parler de logistique. Hier, on a parlé de transport, on a parlé de RSE. Moi, j'avais envie qu'on parle de logistique parce que c'est avec le transport, le cousin, je dirais, la suite logique, l'association parfaite, la logistique et le transport. Et donc, j'ai souhaité qu'on se fasse un troisième atelier filmé. Donc, je vais présenter mes invités. Donc, Fouzi Karimi de chez Bertagnou. Bonjour Fouzi. Bonjour Franck, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Fouzi, vous êtes le responsable commercial, un des responsables commerciaux, j'ai envie de dire, de chez Bertagnou depuis 6 ans, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, depuis 2017. D'accord. Bertagnou, tout le monde ne connaît pas. Je vais juste vous reprendre Franck, excusez-moi, c'est Bertagnou. Bertagnou. Alors on ne dit pas le T. Le T, le T, il est là pour rien. Tout à fait, et il est muet. Donc d'accord, il ne sert à rien, mais il est là, et c'est Bertagnou. Exactement. Société de transport et de logistique. C'est ça. Et vous êtes toujours responsable commercial chez Bertagnou depuis 6 ans. C'est ça. C'est ça. C'est ça, Franck. D'accord. Bertagnou, c'est quoi dans les grandes lignes aujourd'hui ? Bertagnou, aujourd'hui, c'est une société de transport et de logistique originaire de la Drôme. C'est une entreprise qui fait plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, qui compte 1800 collaborateurs avec plus de 60% de conducteurs. Notre cœur de métier, c'est vraiment, je dirais, la route et le camion. Mais on dispose de 500 000 mètres carrés de surface logistique. Donc il y a une activité de route. La logistique est aussi, on va dire, une activité logistique. Importante dans notre activité. C'est même une des stratégies du groupe pour les années à venir. Là, on est à Top Transport. Sur l'activité de transport, vous faites quoi exactement pour vos clients ? On intervient sur différents services. Le général cargo, ça va être le transport, je dirais, de lot, demi-lot jusqu'au complet. Dans la distribution, donc dans la messagerie palettisée, dans le transport spécifique, le pilotage de flux également. On a une offre très globale et complète. D'accord. Vous disposez d'une flotte en propre, je crois. Exactement. Combien de cartes grises ? Plus de 3000 cartes grises. 3000 cartes grises quand même. Exactement, dont 1200 moteurs. Et dont 1200 moteurs. Tout à fait. D'accord. Et sur la partie logistique, vous m'avez évoqué 500 000 mètres carrés de surface logistique. L'ensemble du groupe compte sur l'ensemble du territoire à peu près 70 implantations qui sont réparties à la fois sur des sites transport et logistique, des sites logistiques purs et des sites qui sont dédiés sur des activités bien spécifiques. Très bien. Ok, merci Fouzi. Je vais passer à mon second invité, Charles-Emmanuel Giraud. J'espère que vous allez être aussi brillant que Monsieur Karimi. Bonjour Franck. Bonjour. Charles-Emmanuel Giraud, vous êtes directeur commercial et marketing de Yusen Logistics France, c'est ça ? Exactement. Alors, moi, alors que je baigne dans le milieu de la logistique depuis une bonne vingtaine d'années, je vous connais peu ou pas assez. Donc je pense que c'est le moment de nous parler de vous déjà, et puis de votre entreprise. Yusen, c'est quoi exactement ? C'est une entreprise mondiale, j'imagine ? Je vous remercie, Franck. C'est exactement ça. Aujourd'hui, Yusen Logistics France est un groupe international de freight forwarding. Oui. Nous sommes un groupe japonais qui existe depuis la fin du siècle, du 19e. Nous sommes reliés au shipping line NYK. Qu'est-ce que c'est NYK ? NYK, c'est un shipping line comme CMA CGM aujourd'hui. Nous sommes dans l'alliance ONI, One, pour ceux qui connaissent les différentes alliances maritimes. Et nous avons également une activité avec Nippon Cargo, qui fait du cargo air freight. Et nous sommes la 3e filiale de ce groupe aujourd'hui, commissionnaire de transport international. Nous avons un ADN de transport international qui s'est développé en Asie aujourd'hui. On a une forte présence en Asie. On est un groupe de 26 000 collaborateurs global. Worldwide. D'accord. Et en France ? Sur 46 pays, avec 600 collaborateurs en France. Aujourd'hui, on a une offre intégrée. En France et en Europe. Donc on s'est concentré sur l'investissement dans aussi la logistique pure. Donc on a un chiffre plus bas. En France, on a une présence sur 13 sites avec 160 000 mètres carrés de surface logistique, mais en Europe, dans 14 pays, avec 1,4 million de surface logistique. Voilà. Vous êtes plus logisticien ou transporteur ? Enfin, vous vous considérez comment ? Ou on se considère aujourd'hui comme un partenaire de logistique intégrée.
sur toutes les différentes facettes de la supply chain. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Vous les appelez comment vos collaborateurs? En préparant l'entrevue, j'ai Gemba, trouvé ça. on en parlait, Gemba. des Ouais. Gemba. Voilà, aujourd'hui, c'est le terme utilisé par le groupe pour identifier nos collaborateurs sur les plateformes logistiques, D'accord. qui sont un maillon essentiel de notre stratégie client. Yusen, pour pas faire l'erreur comme que Bern, ça s'écrit Y-U-S-E-N. C'est ça. Yusen Ouais. Logistique France. Vous êtes aussi sponsor pour ces plateaux TV. Je voulais vous remercier personnellement nous avoir aidé à monter toute cette activité. Voilà. Messieurs, je vous ai réunis. C'est pas juste pour faire connaissance, même si j'ai beaucoup appris grâce à vous, pour qu'on parle un peu de prestations logistiques, notamment prestations de logistique d'aujourd'hui. J'ai noté, moi-même étant dans le milieu évoluant dans le secteur de la logistique et du transport, je dirais beaucoup de mutations, beaucoup de changements ces dernières années, qui m'ont fait réfléchir, notamment en termes d'exigences, de nouvelles donnes, de nouvelles réflexions qui émanent principalement des clients, que moi je vais appeler donc exigences clients. Et j'aimerais qu'on parle ensemble de ce que vous avez ressenti dans vos métiers, à travers vos expériences, à travers les business que vous avez gagnés, la teneur de ces nouvelles exigences, c'est-à-dire les nouvelles attentes des clients, qui n'existaient pas forcément avant, qui n'étaient pas exprimées aussi fortement, par rapport à aujourd'hui. Est-ce que le sujet vous convient et est-ce qu'on peut commencer? Donc, je vais commencer par Fouzi Karimi. Aujourd'hui, quel est le ou les changements les plus importants que vous avez notés chez vos clients, notamment en matière de prestations logistiques, de choses qui n'existaient pas ou peu avant et qui sont très dominantes aujourd'hui? Donc, si je reprends la question, Franck, on parle d'attente de nos clients sur ce vaste sujet qui est la prestation logistique. Je dirais qu'il est, comme je disais, c'est un vaste sujet et il y a de multiples thèmes qu'on pourrait évoquer, mais la relation déjà d'un chargeur à un prestataire partenaire logistique est une forte attente de la part de nos clients. Ça, c'est un premier sujet. La relation? Exactement, dans la communication, les challenges, la partie KPI, l'évolution, mais cette collaboration au quotidien qui fait que le chargeur qui va faire confiance à un partenaire logistique va attendre énormément de choses sur différents sujets pour réaliser et accompagner cette prestation. C'est ça, c'est exactement ça, pardon. Bon, si je résume, aujourd'hui, la prestation logistique en elle-même, consiste à réaliser une prestation de réception jusqu'à l'expédition des commandes, jusqu'à il y a quelques temps, c'était juste cette prestation-là. Aujourd'hui, elle s'accompagne d'une relation plus forte, d'une traçabilité plus forte, d'une plus de transparence, par exemple, notamment la maîtrise de l'information et la restitution d'informations dans le retour d'informations, la restitution aux clients et aux clients de nos clients est essentielle. D'accord. Et ça, à travers plus de tracking, plus de suivi. Vous parlez de reporting aussi. Oui, donc je vais déjà procéder par étapes. Sur la partie, traçabilité, tracking, on va avoir une exigence de la part de nos clients, des attentes en termes d'avancement de commandes, de préparation de commandes, mais pas que. À partir du moment où vous avez expédié et que le produit ou la palette a quitté l'entrepôt, effectivement, nos clients vont attendre énormément de choses. Le travail ne s'arrête pas là. Exactement. Il ne s'arrête pas là. En temps réel, il va falloir indiquer à nos clients la position géographique et le délai de livraison, avec potentiellement aussi une annonce avant livraison. D'accord. Et le temps estimé de livraison, exactement, la date estimée, c'est un peu le phénomène qu'ont introduit Amazon et autres à travers le e-commerce. C'est nouveau. Avant, on avait juste un tracking pris en charge, livré conforme, CMR. Et là, aujourd'hui, voilà, à chaque étape, je dirais, de la livraison, il y a un compte-rendu presque. Et un suivi. Pas un compte rendu, mais de manière totalement automatisée, le client a la possibilité, la capacité de visualiser l'avancement. Pas de problème. Très bien. Charles-Emmanuel Giraud, vous avez entendu M. Karimi, vous êtes d'accord avec lui? Vous avez des exemples aussi à nous citer? Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà? On tend à identifier qu'aujourd'hui, on va vers une spécialisation dans les secteurs de nos clients et vers des investissements sur des outils dédiés, sur des sites qui sont entièrement dédiés au secteur. Industriel. Par exemple, le secteur de l'automotive aujourd'hui, avec des méthodes importées du Japon aussi, parce que c'est notre spécificité. Vous avez tout inventé au Japon. Donc il y a la méthode Kanban, il y a le 5S, il y a l'amélioration continue Kaizen. Aujourd'hui, nos
clients automotifs dans les Hauts-de-France nous recherchent pour justement cette amélioration continue et nous demandent d'avoir des stocks déportés ou des implants pour faire la gestion de leurs stocks et aussi de leurs fournisseurs Tier 1, Tier 2 dans ce secteur. Mais en termes de suivi, de traçabilité, est-ce que vous avez, Totalement. vous êtes d'accord pour dire que le sujet est de plus en plus dominant et que sans information, je dirais que l'expédition n'est pas, sous-estimée, mais aujourd'hui, préparer une commande et l'expédier a presque la même valeur que l'information qu'on va lui donner. L'investissement IT prend de plus en plus d'importance, la digitalisation, la visibilité justement de la planification est de plus en plus importante dans tous les secteurs. Ouais. Notamment, nous parlions juste avant cette réunion sur le taux automobile, mais aussi le taux NPS. Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que en attente supplémentaire, vous me disiez, notamment pendant la préparation, donc au-delà des mesures, des KPIs habituels en matière de délai de préparation et autres, ceux du contrat en fait, vous aviez noté que votre prestation n'était pas guidée uniquement par votre contrat, mais aussi par le NPS. Vous pouvez expliquer déjà ce qu'est le NPS ? Alors, le NPS, c'est le Net Promoter Survey. Il permet aux clients finaux d'aller noter le niveau de prestation de leur achat. Vous allez sur une plateforme Amazon ou sur n'importe quel marketplace, vous allez noter l'impression, l'émotion que vous avez eue. Voilà. L'évaluation de la qualité de la livraison, des choses comme ça, de 1 à 5. Voilà. Et aujourd'hui, chez nos clients qui sont dans le e-commerce, c'est un impact direct sur leur vente. D'accord. Voilà. Donc, mais parce qu'il n'y a pas de NPS dans l'automotive sur vos clients B2B. Non, c'est vrai. Ouais. On n'a pas de NPS dans le B2B. Aujourd'hui, dans l'automotive, on est plutôt dans le just-in-time et la livraison séquentielle. Oui. Et la visibilité justement de la planification a une importance cruciale. D'accord. Mais vous avez des objectifs en NPS dans vos contrats aujourd'hui, ou c'est fortement regardé simplement ? C'est fortement regardé, oui. D'accord. C'est aujourd'hui dans nos contrats en termes de SLA et de KPI. Effectivement, c'est des rendus à tout point de vue, je veux dire, sur la partie réception, sur la partie préparation, sur la partie livraison, sont très attendus de la part de nos clients. Et cet état n'est pas suffisant. Il faut qu'on vienne aussi avec des solutions complémentaires pour permettre de les élever. Oui. À ce niveau-là, nos clients sont toujours plus exigeants et c'est aussi à nous, en tant que spécialistes de la prestation logistique du transport, de leur apporter des solutions, de leur soumettre des solutions. Comme quoi, par exemple, des solutions en termes de, on parlait de suivi tout à l'heure, on parlait d'agilité, d'agilité supplémentaire. Voilà, tout à fait, d'agilité dans le service, dans la prestation de service en tant que tel. Je veux dire, plutôt que d'envoyer un préparateur de commande dans un chemin de préparation, le faire accompagner avec un AGV par exemple. Un AGV, c'est un chariot automatisé qui va vous accompagner, qui va accompagner le préparateur et qui va avoir beaucoup plus d'agilité, de facilité. Préparer une commande. Exactement. Est-ce que vos clients se mêlent de ces sujets-là ? Oui. La qualité de préparation. Nous cherchons la productivité sur tous nos contrats. Ils vous disent soyez plus productifs, soyez plus humains, soyez plus RSE. Exactement. On va revenir tout à l'heure, mais sur la partie sociale du RSE, est-ce qu'ils vous disent voilà, nous on aimerait que vos préparateurs soient accompagnés pour ne pas réaliser des tâches trop difficiles, par exemple ? Totalement. C'est quelque chose que vous avez noté, Fouzi ? Oui, bien sûr, Franck. L'exosquelette, par exemple, est quelque chose qu'on déploie sur certains de nos entrepôts qui nécessite, on va dire, une manutention à forte charge et qui permet justement de faciliter et de réduire la pénibilité de nos préparateurs. Justement, au Japon, on parle de robotique, vous êtes certainement très en avance. Le phénomène d'exosquelette qu'évoquait M. Karimi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place, cette technique ou d'autres ? Et est-ce que vos clients sont informés de ça ? Est-ce que ça les intéresse ? Ça fait partie de nos chantiers de demain. L'investissement dans la robotisation sur tous nos sites industriels. Nous cherchons cette amélioration continue avec nos clients, effectivement. On regarde surtout les risques au travail, et la pénibilité du travail. Donc ça fait partie, effectivement, et nous avons une structure qualité avec des objectifs annuels de réduction et d'amélioration des risques de travail. Des conditions de travail. Exactement. Et autres, les gens ils sont sensibles. On est totalement d'accord. L'amélioration continue est une attente très forte de la part de nos clients. On doit même être, on doit être capable de proposer en amont des solutions, des pistes d'amélioration continue qu'on va exploiter, calculer un ROI, voir l'impact positif que ça peut avoir sur une organisation et donc à partir de là, le déployer sur un premier site en phase test et puis bien évidemment sur l'ensemble de nos sites si la pertinence est prouvée. D'accord, très bien, merci. On va parler prestations logistiques et environnement.
Moi j'ai une question, je connais un peu la réponse parce qu'on en parle tout le temps et c'est actuel et je dirais que c'est même nécessaire. Est-ce que vos clients sont sensibles aux enjeux environnementaux de la production logistique de votre activité? Je sais que vous êtes dans le collimateur en matière de consommation d'emballage, en matière de vide dans les colis, sur la livraison, le type de véhicule que vous utilisez. Ce sont eux qui produisent, vous produisez pour eux. Donc ils ont une responsabilité, elle est partagée avec vous, elle est économiquement et écologiquement complexe à réaliser aujourd'hui. Est-ce que vos clients vous poussent sur le sujet et comment? Qui veut répondre en premier? Je peux prendre la main. Allez. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients sont tous signataires de la charte CO2. Ils regardent également lors des tests de RFI ou de compliance avant d'études de contrat logistique notre niveau de développement durable, donc via des certifications comme EcoVadis. Aujourd'hui, ça reste dans le scope 2, le bâtiment. Ils regardent de plus en plus le scope 3, ce qui est la partie transport. L'Union européenne, d'ailleurs, dans l'actualité de cette semaine, considère que les flux maritimes vont faire partie du scope 3. Ah oui. Donc, c'est un enjeu de plus en plus important pour nos clients. Nous avons commencé des investissements, effectivement. Alors, c'est des investissements sur des sites bâtis, donc à travers des voilières en panneaux photovoltaïques, du contrôle de la consommation énergétique, de l'isolation, nous en parlions, mais aussi vers de l'investissement sur des nouveaux sites avec la certification BREEAM qui est ce qu'il y a de mieux sur le marché aujourd'hui. Ce que vous faites chez Yusen aujourd'hui, c'est tout ça? Exactement, on a un bâtiment BREEAM aujourd'hui à Dunkerque, flambant neuf. Fouzi, Bergagnou, pression des clients ou pas sur la partie environnementale? Totalement, comme Charles, Grosse effectivement. pression ou pas? Grosse pression, je dirais pas de pression, non, besoin d'accompagnement. Et c'est essentiel aujourd'hui avec ce qu'on peut... c'est un sujet important et nécessaire. Tu as eu la chance d'interviewer et d'avoir le retour de Yann Collin, directeur de la mobilité verte au sein du groupe BER, tout à fait, qui a œuvré sur la partie, je dirais, transport. Mais bien évidemment que également en logistique, on est très attendu par nos clients sur les innovations qu'on peut apporter. Alors, quelles innovations par exemple? Et quels sujets surtout? Charles évoquait la norme BREEAM Very Good. En 2021, on a construit une nouvelle agence du côté de Garon, dans le sud-est de la France, une agence de 20 000 m² qui est justement certifiée BREEAM Very Good, qui est autosuffisante en électricité de par ses panneaux photovoltaïques. Tu me diras Très que bien. la région est propice, oui, on peut dire, y a pas de souci, mais à la récupération solaire. Ça, c'est un premier point. Et on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là parce que BER, on est des fous. On a mis en place une flotte de véhicules totalement au gaz. D'accord. Donc transformation dans votre organisation. Exactement. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je dirais transformation, c'est-à-dire donc achat de véhicules nouveaux qui fonctionnent au gaz, et je sais aux huiles. Oui, le XTL, le HVO. Ouais. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'efforts chez vous. Ouais. On n'a pas fait le choix d'y aller pour différentes raisons, mais je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, notre mixité énergétique, parce qu'on parle de mixité énergétique au sein du groupe BER, on se dirige plus vers des solutions gaz, biogaz, XTL, HVO. Ouais. Électrique, bien évidemment. Et la dernière, hydrogène. D'accord. Et ça, c'est poussé par les clients. Vous le sentez la pression ou pas tous les deux? Oui, ça fait partie de nos enjeux de clients sur le long terme, moyen terme. Aujourd'hui, on a quand même un mix énergétique qui n'est pas encore mature sur tous les moyens de transport, que ce soit sur l'électrique, sur la courte distance ou l'hydrogène sur la longue distance. Je rejoins mon collègue ici. Ouais. On n'est pas sur un marché mature. Sur les moyens, on investit parce que les clients les demandent, sur le GNL, le GNC aussi, mais on n'est pas encore arrivé à ce point d'énergie économique, et les clients aujourd'hui n'ont pas imputé ce coût dans leur budget de transport aussi. D'accord, donc il va falloir trouver un équilibre. Exactement. Business, économique, qui doit être supporté, on verra par qui, mais en tout cas pour l'instant les surcoûts ne sont pas forcément faciles à valider. Si j'ai bien compris. C'est un peu la conclusion de ces 2 jours que j'ai passé ici. Il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a même de la techno. Donc on doit pouvoir y arriver. Maintenant, qui va payer quoi. Voilà, sur cette note, moi j'espère positive. Je vous remercie tous les deux d'être venus sur ce plateau, parler de vos expériences, de vos exercices. Franchement, je trouvais ça hyper agréable, très fluide et très intéressant. Je sais qu'on pourrait rester encore 2 heures, mais
je vais vous libérer. Le salon se termine bientôt. Je pense que ça s'est bien passé pour vous, hein, c'est ce que vous m'avez confié et que vous reviendrez. C'est votre deuxième année, vous, c'est votre 22e année Non. Enfin, le groupe. Je suis pas si vieux que ça. C'est ma 6e année. Enfin, 6e année à titre perso. Et pour Bear Pour Bear, bien plus longtemps, je pense que, sans dire de bêtises, je pense que ça fait bien plus de 15 ans qu'ils sont plus de 15 ans présents pour un salon qui a plus de 30 ans. Okay. Vous reviendrez, j'espère, on fera un bien tour sûr. comme ça et avec plaisir. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine, puis je suis ravi de vous avoir fait. Vous avez fait connaissance grâce à ce plateau. Voilà, merci, je vais rendre l'antenne pour la dernière fois et je vous remercie infiniment. Merci à vous. Bravo, merci Top Transport et à très bientôt. Merci.